à tous. Nous sommes ici sur le plateau télé de Sciences Po X, ce tout nouveau plateau flambant neuf. Nous accueillons aujourd'hui 5 personnes qui travaillent dans le domaine des ressources humaines dans le cadre des Jeudis de la réussite. J'accueille Margot Wegeland, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, effectivement. Jean-Charles Castellano, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous demander à tous les deux peut-être brièvement de vous présenter le poste que vous occupez actuellement. Madame Wegeland, déjà peut-être ? Donc enchantée. Margot Wegeland, donc moi je suis diplômée du cursus franco-allemand que j'ai fini en 2012. J'ai ensuite pu enchaîner sur un master 2 en pro, parce que j'avais effectivement fait de la recherche à l'IEP, en conseil en organisation et management des ressources humaines. Et c'est un petit peu par hasard, mais je pense que le hasard fait bien les choses, que je suis partie donc dans les ressources humaines. Dans un premier temps dans les relations sociales, donc tout ce qui est juridique et social. Et là, depuis à peu près 1 an, je travaille donc au développement RH du personnel au sol de HOP, donc une compagnie filiale d'Air France. Merci. Monsieur Castellano, même question. Alors, moi c'était un petit peu plus longtemps. Je suis diplômé de Sciences Po X sur la promo de 1992. J'ai été diplômé en section politique et sociale. Je ne sais plus si ça existe toujours. Donc là, j'étais rentré en équivalence en 2e année de Sciences Po. J'avais fait une maîtrise de droit social à Paris. Et voilà, et ensuite j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines. Je suis un pur produit RH. J'ai travaillé dans différents groupes avant de rejoindre Pernod Ricard en 2000, donc il y a pas mal de temps. Et je suis aujourd'hui DRH pour la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient, les pays de l'Est et l'Amérique latine. Donc un certain nombre de pays quand même. Ça couvre 54 pays en fait. D'accord. Alors, je vous pose la prochaine question pour qu'on comprenne un petit peu l'importance des ressources humaines dans une entreprise. Imaginons une grande entreprise dans laquelle, du jour au lendemain, le département des ressources humaines disparaît sans laisser de traces. Qu'est-ce qui se passe pour cette entreprise ? Je pense qu'il n'y a plus d'entreprise à moyen terme. Non, pour être clair, je pense que le capital essentiel pour une entreprise, en tout cas dans notre secteur, le secteur des biens de consommation, FMCG qu'on appelle, c'est les marques et les équipes, et les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Donc la clé de la réussite, elle est là. Après, je pense que nos concurrents ont de bonnes stratégies, mais ce qui fera la différence, c'est vraiment l'engagement des équipes sur le terrain et d'avoir un beau portefeuille de marque. Merci. Alors, Madame Wegeland, on l'a dit, les intervenants de ce soir ont un peu la double casquette de professionnels des ressources humaines pour les personnes que ça intéresserait, mais aussi de recruteurs. On aura tous, à plus ou moins long terme, en tant qu'étudiants, affaire à des personnels de ressources humaines. Une phrase qu'on entend régulièrement quand on est à Sciences Po, c'est qu'il faut construire son réseau. Concrètement, ça veut dire quoi construire son réseau et quand est-ce qu'on le commence surtout à le faire ? Alors le réseau, il commence d'abord, je dirais, par son réseau personnel. C'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément encore de contact avec l'entreprise ou des organisations diverses et variées. Donc le réseau, il peut se constituer par sa famille, par effectivement ses amis, les professeurs que l'on a, qui connaissent tous des intervenants ou des spécialistes d'un métier ou d'un autre. Et après, il se construit, je pense, en gardant une attitude professionnelle, bien sûr, tout au long de sa vie dans l'entreprise, en travaillant avec des personnes diverses et variées, et en maintenant ce contact, je pense, par des contacts réguliers, par mail, téléphone, voilà, effectivement de se montrer ponctuellement, mais régulièrement avec des personnes. Ça passe aussi par participer à ce genre d'événements, un petit peu particulier de l'école dont on est diplômé. Ça peut passer par tout un tas de choses. Je pense qu'à partir du moment où on essaye de ne pas rester enfermé dans son bureau ou dans sa chambre d'étudiant pour le moment, à partir du moment où on cherche à rencontrer des personnes qui ont un intérêt tout de suite ou pas, je pense que c'est comme ça qu'on crée son réseau et profiter d'événements comme celui de ce soir, les Jeudis de la réussite, où on rencontre des professionnels. La prochaine question pour vous, Monsieur Castellano, donc vous l'avez dit précédemment, vous gérez les ressources humaines sur 54 pays. Lorsqu'on envisage de travailler à l'étranger, diplômé de Sciences Po, comment est-ce qu'on vend ce diplôme à l'étranger, qui est quand même une spécificité française pour tous les étudiants qui seraient amenés éventuellement à faire ça? Comment est-ce que vous décririez Sciences Po pour un recruteur étranger? Je pense que pour travailler à l'étranger, il faut déjà faire des stages à l'étranger. Donc, parce qu'à un moment donné, une filiale à l'étranger se pose la question de pourquoi vous faire venir. Donc, il faut à la fois effectivement montrer une vraie motivation. Avoir fait des stages à l'étranger, je pense que ça montre une vraie curiosité et une appétence pour aller effectivement à l'international. Parler parfaitement l'anglais, un minimum,
ou en tout état de cause, bien parler la langue locale du pays dans lequel on va aller. Qui veut aller en Chine, par exemple, je pense que c'est bien d'apprendre le chinois ou d'avoir des notions de chinois, ou en tout cas montrer qu'il y aura une certaine facilité à bien se connecter. Donc voilà, je pense qu'après Sciences Po a aussi une école qui met en avant les aspects de culture générale, qui je pense c'est un atout pour aussi aller à l'étranger, bien comprendre aussi l'univers international, géopolitique, ça peut être aussi un élément important. Merci. Vous avez fait, Madame Wegeland, le cursus franco-allemand de Sciences Po Aix. Est-ce que c'est une plus-value malgré le fait que vous travaillez aujourd'hui dans une filiale française et que vous travaillez en France? Effectivement, je pense que notre cursus à Sciences Po, que ce soit un cursus classique ou un cursus franco-allemand comme celui que j'ai eu la chance de suivre, c'est toujours un atout, toujours un petit plus. Je pense qu'on est souvent perçus comme ceux qui ne pensent pas comme les autres, en fait, dans un groupe. Ouais, on m'avait clairement dit, j'avais fait un master de recherche, on m'avait clairement dit qu'on me prenait en master 2 professionnalisant, parce que justement j'étais celle qui ne connaissait rien à l'entreprise, mais que j'allais pouvoir poser les questions un peu, questions un petit peu bizarres, ou alors questions un petit peu, qui déstabiliseraient en fait ceux qui sont dans un cursus beaucoup plus classique de grandes écoles, d'écoles de commerce. Alors vous avez parlé de questions bizarres, transition parfaite, j'en ai une de questions bizarres pour vous. Pernod Ricard, c'est une société bien sûr qui ne se limite pas à la fameuse boisson connue de la région de Marseille, mais quand même, la question que tout le monde se pose, la proportion d'eau à mettre dans le Ricard sans le noyer? C'est 1 volume de Ricard, 5 volumes d'eau. 1 volume de Ricard, 5 volumes d'eau. Exactement. Je pense que c'est sur cette phrase qu'on va arrêter cette première interview. Je vous remercie tous les deux de vous être prêtés au jeu de ces questions. On se retrouve très rapidement pour une seconde interview avec 3 autres professionnels des ressources humaines. Nous accueillons Pierre Jeanbrun. Bonsoir. Nous accueillons Johanna Henry. Bonsoir. Bonsoir. Et nous accueillons Jean-Xavier Viramus. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous poser la même question qu'aux précédents intervenants. Donc, brièvement, présentez votre carrière et votre poste actuel. On commence peut-être par vous, Pierre. Allez, c'est parti. Donc, bien entendu, issu de Sciences Po Aix, je suis passé par plusieurs entreprises précédentes, toujours sur des fonctions RH, plutôt dans des domaines liés au métier de la formation, que ce soit formation stratégique en entreprise, présentielle, distancielle, maîtrise des outils. Et ma dernière expérience, qui est l'actuelle, est au sein d'un cabinet en conseil RH, donc une start-up qui s'est structurée depuis une grosse année, et nous sommes une bonne dizaine de consultants. Vous étiez présent, on le précise, vous étiez présent sur le forum de la vie active il y a quelques semaines, quelques mois, à Sciences Po Aix. Johanna Henry, je vous pose la même question. Oui, également issue de la promotion Sciences Po Aix 2007. Cette fois, moi je suis plutôt juriste en fait de formation, puisque après un master 2 en contentieux public, je suis tombée un peu par hasard dans le monde du logement social et j'y suis restée. J'y suis depuis 2008. Donc d'abord comme juriste, puis directrice juridique, puis j'ai changé d'entreprise. Donc maintenant je travaille chez Grand Delta Habitat, qui est un acteur régional du logement social qui gère à peu près 20 000 logements sur toute la région PACA. Et donc je suis directrice juridique et ressources humaines, donc double casquette, avec quand même la partie RH qui occupe une majeure partie de mon temps. Pardon. C'est ce on y reviendra peut-être, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en off, c'est qu'il y a énormément de portes différentes pour arriver dans le monde des ressources humaines. Je vous pose exactement la même question, Jean-Xavier Viramus, s'il vous plaît, votre poste actuel et votre carrière. Alors moi je suis diplômé également de cette belle maison, mais un peu plus anciennement, donc en 1995. Ensuite de quoi j'ai fait 2 diplômes, un dans les relations internationales et un dans les ressources humaines. Ça m'a ouvert directement les portes et donc j'ai toujours travaillé en ressources humaines. 5 entreprises différentes et la dernière où je suis depuis 6 ans DRH pour la France, d'une entreprise qui s'appelle Lyondell-Basel, qui est une entreprise industrielle qui fait différents types de produits, essentiellement des produits plastiques. Et voilà, plusieurs usines en France dont je m'occupe. D'accord. D'accord. Donc là, pareil, on voit vraiment qu'il n'y a pas réellement de profil type pour arriver dans les ressources humaines. Alors, d'où ma prochaine question. Quand et comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire des ressources humaines aujourd'hui? C'est vrai que pour les ressources humaines, c'est un petit peu difficile à retracer. Parce que ça se fait de rencontres, c'est des hasards, c'est des situations qu'on saisit, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas du tout de visibilité claire sur les métiers, les secteurs quand on est encore étudiant.
Et même lorsque l'on démarre dans la vie active, c'est vraiment à travers les personnes qu'on va rencontrer, les entreprises au sein desquelles on a des missions, au sein desquelles on a des opportunités professionnelles, et tous les échanges qu'on peut avoir au sein de cette structure-là. On va vraiment apprendre quels sont les différents départements au sein d'une entreprise, les fonctions, les métiers, les outils qui sont utilisés. Donc pour ma part, je pense que c'est principalement des rencontres que j'ai pu avoir avec des anciens étudiants au sein de Sciences Po, qui ont travaillé dans des ressources humaines et qui ont fait des retours autour de tables rondes, d'échanges, ou même à travers l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment. Et également un contact avec les ressources humaines au cours de ma 3e année, que j'avais choisi de passer en stage à l'étranger. D'accord, merci. Alors, prochaine question. Vous l'avez dit, vous gérez plusieurs milliers de logements sur toute la région PACA, un peu la région Occitanie également. La question est, somme toute, très simple. C'est quoi votre journée type? Je vous épargne le petit déjeuner et le café si vous voulez. Après cette période-là, qu'est-ce que vous faites concrètement de votre journée? Concrètement, les journées sont très très variées parce qu'on a des métiers déjà dans le monde du logement social qui sont très différents, puisqu'on construit du logement, on entretient du logement, on gère la relation avec le locataire, on va construire des lots à bâtir, on va aussi commercialiser tout ça, on est syndic, on est plein de casquettes différentes, donc c'est vrai qu'on accompagne tous ces opérationnels au quotidien. La journée type, j'ai envie de vous dire, dans le monde des RH, je me tourne vers mes collègues. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, d'accord. Après, ce qu'on fait énormément, nous, on a la chance d'être une entreprise qui va bien, qui recrute beaucoup, donc beaucoup de temps passé sur... moi, je ne recrute pas directement, c'est mes collaborateurs qui font ça pour moi, mais beaucoup de temps passé à échanger sur les profils, sur valider des recrutements qui se font. Beaucoup de temps passé avec les salariés. Ça, c'était un des objectifs qui m'a été fixé quand j'ai été recrutée. C'était de faire du lien entre la direction générale et les salariés. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps passé à rencontrer les salariés dans les bureaux, d'aller en agence, montrer qu'on est présent, qu'on est à l'écoute. Et c'est vrai que je passe énormément de temps en entretien. Ça peut être des entretiens... alors parfois pas très sympathique de recadrage ou autre, mais c'est surtout beaucoup du développement de compétences et de l'accompagnement des salariés, ou de l'écoute sur des difficultés ponctuelles. Voilà. Donc chaque journée est différente. Pas de journée type, d'accord, je vois. Ce qui fait aussi l'intérêt de ce métier, du coup, c'est la variété des tâches. Alors, je rebondis sur ce qu'on venait de dire, sur le lien avec les salariés. Comment est-ce que, dans votre travail de tous les jours, vous intégrez les aspirations sociales, de développement durable, etc. Est-ce que vous les intégrez dans votre travail de tous les jours en tant que directeur de ressources humaines? Et comment, si c'est le cas? Alors c'est une obligation, du coup il faut les intégrer de deux façons, vis-à-vis de l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise, puisque les salariés ont des demandes, les dirigeants, les actionnaires éventuels, ça dépend de chaque structure d'entreprise, mais en ce qui me concerne, j'ai des actionnaires américains, donc ça amène d'autres contraintes, on va dire, et puis l'environnement, les acteurs locaux, les mairies dans lesquelles les entreprises évoluent. Donc l'ensemble des aspirations sociales et sociétales au sens large font partie un petit peu du quotidien. J'avais pour compléter ce qu'a dit mon éminent collègue, c'est que en fait la DRH, je dirais, avec la direction générale, c'est le seul métier qui a une vue transversale, totale et absolue sur l'entreprise. On est à la croisée de l'ensemble des chemins par différents biais que sont les relations sociales, l'organisation générale de la force de travail. Et je dirais que c'est un métier passionnant parce que justement il touche à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Voilà. Et de ce fait, on est obligé d'être intéressé par tous les aspects et bien évidemment les aspects sociaux et sociétaux. Je vous remercie. Je reviens vers vous, Johanna Henry, pour la prochaine question. Il paraît que personne ne lit nos lettres de motivation. Est-ce que c'est vrai? C'est pas complètement vrai. On y passe peu de temps, j'avoue. En revanche, alors c'est amusant que vous posiez cette question parce que dans le cadre de l'association NQT, qui a un partenariat avec Sciences Po Ex, j'ai reçu récemment une étudiante qui a renoncé à faire une lettre de motivation, qui a choisi un autre biais qui est un site internet personnalisé où elle se présente. Je lui ai dit qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient de la vieille école aussi dans les RH, donc il faut garder la lettre de motivation. C'est vrai qu'on y passe peu de temps. D'accord. J'avoue. Mais elle est révélatrice d'une personnalité quand même, et il y a des petites choses qui peuvent être rédhibitoires dans une lettre de motivation, donc il faut y attacher de l'importance. Très bien, merci. C'est mon point de vue. C'est un conseil aussi très concret, effectivement. On se pose régulièrement la question. C'est bien d'avoir une réponse assez claire. On fait attention à ces lettres de motivation. Pas de faute d'orthographe. Et pas de faute d'orthographe, on ne le dira jamais assez. Voilà. Je vous pose la prochaine question.
vous êtes un professionnel, mais vous êtes aussi de facto un ancien étudiant. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de vos années passées à Sciences Po Ex? Alors j'en ai plusieurs, mais je ne sais pas si je dois tous les dire ici. Donc, j'ai de très bons souvenirs des fêtes qu'on a fait dans ce bâtiment ou d'autres choses, mais non, je dirais, j'ai vu ce qui m'a attiré l'œil quand je suis rentré, j'ai vu Amphi Bruno Etienne, et je garde un souvenir de ma première semaine ici, avec mon premier cours de sciences politiques avec Bruno Etienne, et là je me suis dit que j'avais bien fait de venir, parce que ça m'avait assez marqué ce premier cours, et il y avait vraiment une césure entre le lycée et cette première semaine, voilà, donc et je garde ce souvenir. Alors, on vient de parler des cours. Il y a un autre pendant d'un passage à Sciences Po Ex. Et je me tourne vers vous, Pierre. Les étudiants sont en train de préparer un événement qui est, appelons-le, un haut lieu de la culture et de l'œnologie, entre autres, le CRIT. N'est-ce pas? La question est très simple. Est-ce que cette année, le CRIT sera aixois? Alors, je ne suis pas l'actualité sportive, hein, donc je vais avoir du mal à répondre là-dessus. Je ne sais pas du tout. Est-ce que le CRIT sera aixois dans le Votre sens pronostic? représentation aixoise très importante là-bas, ou le fait que ça se passera à Aix? Est-ce que le CRIT sera aixois? D'accord. Je l'espère, parce que moi, Vous l'espérez? j'ai pas eu la chance de pouvoir assister à un CRIT à Aix, parce que je l'ai été ici. J'étais pourtant parmi les Ex Pistols, donc c'est vrai que c'était un grand moment. Bon salut. C'est ça. Mais oui, avec plaisir, ça serait super de pouvoir l'avoir ici. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie de vous être prêté à ce jeu des questions. On clôt cette séance d'interview et on se retrouve, pour ceux qui seront présents, en Bruno Etienne pour la conférence, cette fois solennelle, sur les jeudis de la réussite des ressources humaines. Merci à vous.